Bienvenue dans Nouveau Prisme, le podcast qui aborde d'une manière nouvelle et originale le domaine des ressources humaines. Je suis Alexandra Hamda, DRH, à la fois curieuse et engagée, animée par la volonté de repenser et d'approfondir notre compréhension du monde DRH. Le domaine des ressources humaines est un domaine en constante évolution qui exige de sortir de sa zone de confort. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est très simple. Il s'agit d'explorer de nouvelles voies, de changer de perspective ou encore d'élargir notre vision. C'est une tâche complexe mais indispensable car le rôle des RH est essentiel pour accompagner les entreprises dans leur évolution constante. C'est dans ce contexte que j'ai voulu explorer le monde des ressources humaines, des compétences relationnelles, du management et de la communication à travers le prisme d'autres métiers que celui de DRH. Vous verrez, au fil des épisodes, je vais recevoir des invités inspirants, des personnalités passionnées, des experts reconnus et des professionnels engagés. Ensemble, nous allons explorer des sujets, des thématiques qui sont au cœur de notre quotidien professionnel. Mais nous le ferons sous un nouvel angle, celui de leur propre métier. Bonne écoute! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir un nouvel invité qui est Thierry Usbron. Il incarne à merveille l'art de transformer les crises en opportunités. On va justement en parler. Donc je vais vous le présenter un petit peu plus. Thierry, il est coach professionnel, il est formateur et il est éclaireur de posture managériale. Il navigue entre le leadership, le coaching, mais aussi l'aïkido, ce qui est moins commun, une discipline dont il est également enseignant. Il s'en inspire justement pour aider les dirigeants, mais aussi les équipes à retrouver puissance, alignement et justesse dans leurs actions, avant que tout ne part en vrille. Car c'est justement le sujet qu'on va aborder dans cet épisode. Faut-il attendre la crise pour changer ? On va aussi se demander pourquoi les entreprises ne bougent-elles pas avant qu'elles soient au pied du mur et comment les RH peuvent enclencher une transformation durable sans passer par la case urgence absolue. Avec sa vision d'un management fondé sur la présence plutôt que la performance et une autorité incarnée plutôt qu'imposée, Thierry nous invite à repenser la posture de ceux et celles qui accompagnent le changement, non pas dans la tempête, mais avant qu'elle ne gronde. Et si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal puisque Thierry, il a co-créé avec Pauline Dangui le podcast Ma vie de DRH, où justement il va explorer toutes les mutations du monde RH et du monde managérial. Donc, écoute, Thierry, ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Bonjour Alexandra, je suis ravi d'être invité dans cet épisode. La première question que je voulais te poser, c'est pourquoi les entreprises, souvent, elles ignorent les signaux faibles qu'elles peuvent voir apparaître, un peu la position de l'autruche. Alexandra, je pense que c'est pas une problématique vraiment liée à l'entreprise, mais je pense que c'est plutôt une problématique liée à l'humain. En général, si on observe le monde, on est tous confrontés à cette même problématique. On voit des signaux faibles. Je vais prendre l'exemple de l'environnement. On voit qu'on pollue, on a des indicateurs qui nous disent que bientôt on n'aura plus de ressources, on a du réchauffement climatique, et pourtant, l'ensemble de l'humanité continue, pour des raisons quelconques, à polluer. Donc, c'est pas une problématique qu'on rencontre en entreprise, mais c'est une problématique qu'on rencontre dans l'humanité entière. Et il faut comprendre, on va explorer tout à l'heure ensemble, pourquoi on en est là aujourd'hui, et pourquoi c'est aussi difficile dans une entreprise de réagir face à des signaux faibles. Alors, on revient maintenant plus spécifiquement dans l'entreprise. Alors, très souvent dans une entreprise, on porte beaucoup d'importance à l'opérationnel, donc au résultat immédiat, le fait d'atteindre les objectifs mensuels, hebdomadaires, annuels, etc. Donc déjà, on est focus sur ce qui nous paraît le plus important et sur lequel on est aussi mesuré en tant qu'individu, équipe ou site. Et naturellement, on a tendance, à force d'être focus sur une chose, d'oublier c'est ce qui se passe autour, notamment les signaux faibles. On peut lister les baisses de motivation, des désengagements progressifs des collaborateurs, peut-être des micro-tensions qu'on peut rencontrer sur le terrain. Et on les considère de manière naturelle comme des bruits de fond qui peuvent nous éloigner de notre objectif, celui d'atteindre, par exemple, le chiffre d'affaires ou une performance, opérationnelle. Donc imaginez, c'est comme si vous marchez sur un plancher. Au début, il y a des petits craquements, on les ignore. Ils deviennent de plus en plus forts, on les ignore. Et puis un jour, ça craque, on tombe.
Et là, on se dit, bah, va falloir qu'on fasse quelque chose parce que ça commence à devenir plus dangereux. Voilà, donc c'est à peu près ça que je prendrais comme exemple. Et justement, j'ai envie de te parler un peu de freins qui nous empêchent de réagir un peu en amont et d'attendre d'avoir, la tête, on va dire, dans la difficulté pour agir. Pour toi, les 1ers freins qu'on pourrait avoir pour pas réagir en amont, c'est quoi? C'est plus des freins, psychologiques, organisationnels, politiques? Tu me disais que c'est pas lié justement à l'entreprise, mais plus à l'humain. Pour autant, dans quel ordre on peut situer un petit peu les freins qui nous empêchent d'anticiper? Alors, il y a des freins évidemment psychologiques, mais quand je parle de psychologie, on peut aussi parler de psychologie d'entreprise. Un groupe de personnes a aussi une forme de psychologie. On peut parler aussi de culture d'entreprise. Alors évidemment, c'est plus complexe que ça, mais je pense que le mécanisme est le même. L'être humain, il a un petit peu peur de perdre le contrôle. Perdre le contrôle, c'est dépenser de l'énergie. Donc, tant que j'ai pas besoin de dépenser de l'énergie, c'est très bien. Donc, s'il y a un petit grain de sable qui coince un petit peu les rouages de l'organisation, bah voilà, tant que ça tourne, voilà, on fait rien, on passe à côté. Donc, parce qu'effectivement, s'occuper de ce grain de sable va nous demander de l'énergie. Et donc là, on est déjà face à un comportement humain, celui de choisir la facilité. Voilà, donc c'est un mode de survie. On choisit la facilité parce que ça nous demande moins d'énergie et parce que c'est aussi un mécanisme de survie. Donc ce qui se passe dans notre cerveau reptilien, qui nous permet de survivre, quelque part va se transposer aussi au sein des groupes, mais au sein des organisations, au sein d'un pays, au sein de la politique par exemple également. Voilà, donc on a aussi cette croyance en nous qui dit bah, tant que ça marche, bah, on change rien. Never change a running system. Et quand ça marche plus et quand c'est la crise, c'est là qu'on décide de faire quelque chose. Donc, en termes de gestion du changement, on connaît tous cette fameuse méthode. On va générer ou engager un changement parce qu'on crée une situation de crise. D'ailleurs, c'est la méthode que John Cutter, un des papes de la gestion du changement, préconise. On crée une situation d'urgence. Cette situation d'urgence va nous aider en fait à engager le changement. Voilà, donc là, on stimule quelque part un comportement très ancien dans notre cerveau qui est de l'ordre reptilien. Ensuite, il peut y avoir aussi des freins organisationnels, notamment des processus lourds, hein. Je vais prendre un exemple de la norme ISO 9001. Beaucoup d'entreprises ont la norme ISO 9001. Je trouve que c'est très très bien cette norme. Mais on a commencé à mettre des processus en place, à documenter. On a commencé à mettre de lean management en place, de documenter tout ça, qui va à l'encontre en fait d'une certaine agilité et qui rend aussi les processus un peu plus lourds et bah, du coup ça génère aussi des freins en termes de changement rapide, cette fois-ci, changement rapide. Les organisations sous forme de silos, très connues hein, voilà, dans le monde, hein, avec des directions qui sont dans d'autres pays, avec une organisation hiérarchique et fonctionnelle, dit matricielle. Là aussi, ça freine le changement dans une entreprise, et donc c'est un frein organisationnel. Et puis, on a aussi ce phénomène en ce moment, le manque de temps. Manque de temps, tout le monde a trop peu de temps, hein. Tous les interlocuteurs que je rencontre en entreprise, et notamment les RH, bah, ils sont submergés au fait d'activités. Et le temps manque sans cesse. Alors plus on avance vers la technologie, plus ça va vite en termes de technologie, plus on a des aides, notamment l'IA en termes de technologie, et plus on a un problème de temps. C'est très paradoxal. Et ensuite, on a aussi des politiques ou l'écosystème extérieur hein, qui nous empêchent de changer, soit parce qu'il y a des règles en place. Hein, je parle par exemple des modes de gouvernance qui sont imposés notamment par les États, qui empêche au fait de changer rapidement dans les organisations, par exemple consultation de CSE, qui est très très bien, hein. Mais bref, ça prend du temps hein, de faire tout ça, de respecter les règles, et du coup ça freine un petit peu la vitesse au fait du changement dans une organisation. Voilà, donc finalement, l'inaction, en fait, c'est comme une stratégie de confort, c'est comme une stratégie d'économie d'énergie. Mais c'est un confort qui est malheureusement temporaire et très souvent, l'être humain ou les organisations attendent jusqu'à être au
pied du mur, au bout du gouffre pour engager le changement. Et là, malheureusement, elles sont obligées d'engager beaucoup d'investissements ou d'énergie supplémentaire pour se sortir très rapidement de cette situation de crise. Ça m'a intéressé là, tu parlais de, justement le mode reptilien de mon cerveau, ce qui s'y passait et cetera. Donc toi, concrètement, tu vas accompagner, notamment des managers, mais aussi tu fais du coaching organisationnel. Tu t'inspires de l'aïkido, qui est une discipline très particulière. Moi, ce qui m'intéressait un petit peu, c'est que tu nous expliques comment cette discipline, j'allais dire ce sport, mais cette discipline, elle peut, justement, inspirer un petit peu les réflexions qu'on va avoir au niveau organisationnel, en entreprise, en termes de posture. Voilà, comment toi tu t'en inspires aussi et comment tu arrives un petit peu à le diffuser, dans les coachings que tu vas faire? D'abord parler un peu de cerveau et puis je vais très vite faire le lien avec cette discipline. Alors oui, j'ai parlé du mode reptilien. Il il faut savoir que lorsqu'on demande à un groupe de personnes de changer, il y a différentes clés qui sont nécessaires, notamment deux qui vont être très importantes et très connectées au fait à notre cerveau notamment. On a besoin déjà de comprendre le sens. Pourquoi je suis obligé maintenant de changer? Donc ça, c'est plutôt très cognitif, c'est la compréhension, mais pourquoi je dois changer? Et ensuite, on a un deuxième point qui est très important, c'est la notion de sécurité. Et ça, c'est lié à notre côté un peu émotionnel dans le cerveau, voilà, et c'est aussi lié à notre côté reptilien. L'être humain est capable d'accepter une situation, d'accepter un changement face à une crise, à partir du moment où ces deux conditions sont respectées. Il faut que ça donne du sens et il faut qu'il se sente en sécurité. Donc, je donnerai tout à la fin de ce podcast une référence de livre qui est très intéressant et qui parle justement de tout ça. Alors, quel est le lien, notamment en aïkido par rapport à ça? Alors, l'aïkido, c'est un art martial japonais. Et cet art martial, moi, je le qualifie comme art de développement personnel. Pourquoi? Parce qu'on apprend, en fait, à accepter les situations telles qu'elles sont. Quand quelqu'un vous attaque sur le tatami, hein, bien sûr, dans un contexte protégé, vous allez devoir, en aïkido, accepter l'attaque telle qu'elle est et ne pas s'y opposer. C'est un petit peu pareil en entreprise, face à une situation, on va pas l'occulter, on va pas se battre contre, on va tout simplement l'accepter telle qu'elle est. On va accepter la réalité telle qu'elle est. À partir du moment où je l'ai acceptée, je peux la transformer. Et ça, c'est très intéressant parce que très souvent, dans une organisation, on voit qu'on n'accepte pas les choses. On ignore des choses parce que ça nous dérange. On ignore les indicateurs parce que ça nous dérange. On ignore les tensions parce que voilà, je veux pas m'en occuper, ça me dérange aussi. Donc l'aïkido m'a appris à accepter les choses telles qu'elles sont. Et donc ça se fait à travers le corps, sur le tatami, mais ensuite il y a une transposition qui se fait dans la tête. Et on peut l'utiliser notamment dans le quotidien, notamment dans sa fonction managériale. Et cette notion d'acceptation, alors c'est très curieux, parce qu'on la retrouve aussi dans le bouddhisme. Ça fait, ça fait. Alors, je suis pas un expert, un spécialiste, mais c'est une des premières étapes de changement dont parle le Bouddha. Voilà. Pour changer, il faut accepter. Donc, c'est très intéressant. C'est très spirituel comme approche. Maintenant, j'ai perdu le fil de l'aiguille, mais c'est le fil de la discussion, mais c'est pas grave, je vais retomber dessus. Donc, l'aïkido, c'est d'abord apprendre à contrôler ce qui se passe en nous face à ce qui se passe autour de nous. Voilà ce qu'on apprend dans cette discipline. Et voilà ce que j'enseigne aussi aux gens que j'accompagne. Il ne s'agirait pas, face à une crise, parce que c'est le sujet du podcast aujourd'hui, d'ignorer ce qui est en train de se passer. Il ne s'agit pas d'ignorer, par exemple, en France, qu'on a un problème budgétaire. Oui, on a un problème budgétaire. Alors, on en parle, tout le monde en parle, tout le monde en parle. Mais voilà, on a un peu du mal à prendre les bonnes décisions parce que, voilà, il y a des risques. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de mettre en œuvre. Il y a des décisions difficiles à prendre qu'on n'a pas envie de prendre pour différentes raisons. Et en entreprise, c'est pareil. Voilà, donc le réflexe dans tout ça à maîtriser, c'est notamment le réflexe de peur. Face à une situation de crise ou une pseudo-situation de crise qui n'est pas encore déclenchée, hein, on a tout de suite peur.
Voilà. Et cette peur nous empêche d'agir, hein. C'est bien le but de la peur, hein. C'est voilà, dès que j'ai peur, je m'approche pas de l'événement dangereux ou de la situation dangereuse. Donc la peur nous empêche d'agir. Et dans la pratique martiale, on apprend à maîtriser cette peur, à s'y confronter. Alors ça se fait petit à petit. Ça va prendre plusieurs années. Voilà. Et puis on se confronte au fur et à mesure de notre évolution à des peurs de plus en plus différentes. On va travailler plus fort, plus vite, on va se confronter à des partenaires aussi plus forts et petit à petit, on arrive à contrôler cette peur et grâce à ce contrôle de peur, on arrive à aussi, en entreprise notamment, à gérer, au fait, des petites situations qui semblent embêtantes, mais on arrive à les gérer de manière sereine. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous apprend, l'aïkido. Donc c'est une stratégie quelque part de transformation. À partir du moment où j'ai accepté la situation, je peux en faire quelque chose, je peux la transformer. À la transformer en quelque chose plutôt de positif. Dans chaque situation qu'on rencontre, il y a toujours quelque chose de positif. Dans toute crise, il y a toujours eu des personnes qui s'en sont bien sorties, à condition qu'on accepte la situation et qu'on décide de la transformer en quelque chose, voilà, de différent, de neuf, de nouveau. Je vais plus remettre ma casquette, RH et ça m'intéresse d'avoir aussi ta vision parce que tu es en contact avec beaucoup de RH, il y a le podcast aussi notamment, que tu fais. C'est que, souvent nous dans nos fonctions, on va avoir tendance à voir, en tout cas, on va avoir tendance à voir les signaux faibles en tout cas, un peu avant les autres ou avant d'autres fonctions parce qu'on est sur le terrain, parce qu'on est vraiment, à l'interfaçage de plein de personnes, de plein de départements, en interne et souvent pour autant, on est assez peu écouté, quand on sonne l'alerte en disant: «Attention warning». Pourquoi selon toi notre parole, elle est si peu écoutée en entreprise, notamment dans les situations de crise quand justement on pourrait, justement anticiper ça et que c'est pas assez pris en compte? Je suis assez d'accord avec toi. Les RH, en tout cas la fonction RH, arrivent mieux à percevoir les signaux faibles et par contre, je vais un petit peu rajouter quelque chose à ce que tu as dit. Je vais rajouter que les collaborateurs de terrain, sont plus à même à détecter les signaux faibles et les RH, comme ils sont très dans la communication, comme ils sont aussi très à l'écoute, des collaborateurs de terrain, ils centralisent un petit peu toutes ces remontées du terrain, ces signaux faibles. Mais lorsque j'interviens en entreprise et quand je suis confronté à des collaborateurs de terrain, donc chef d'équipe, voilà, manager de terrain, c'est surtout eux qui me font remonter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Et ces informations montent aux oreilles des RH, puisqu'ils sont interconnectés aux ressources humaines de l'entreprise. Et donc, c'est les DRH et les RH qui vont centraliser quelque part toutes ces informations, tous ces signaux faibles. Et bien sûr, ils vont essayer de les relayer à la direction. Et c'est là où, éventuellement, ça bloque un peu. Et je voudrais rajouter aussi que très souvent, c'est les fonctions RH qui nous sollicitent et nous disent, nous chez Go4Human, Pauline et moi, eh ben, il va falloir engager des choses, il va falloir, revoir la vision avec, la direction, il va falloir, leur parler, il va falloir engager des formations pour faire bouger l'organisation et c'est très souvent au niveau des RH qu'on veut lancer, en fait, un changement dans l'entreprise. Parce que des fois, au niveau de la direction générale, ça bloque un peu. On n'arrive pas trop à les convaincre. Alors on essaye de faire bouger les choses par le bas. Voilà, donc c'est une stratégie qui demande souvent beaucoup d'énergie pour aboutir, mais voilà, parfois ça marche quand même. Donc c'est mon explication. Elle est peut-être pas juste, mais voilà, c'est mon expérience qui montre que c'est pas forcément les RH qui détectent en premier les signaux faibles, mais c'est d'abord les collaborateurs de terrain et qui font ensuite remonter les informations. Alors, pourquoi? Je suis obligé de parfois dire que dans certaines organisations, et c'est pas généralisé ce que je dis, hein, mais parfois la parole des RH est un petit peu minimisée. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont traités par les RH. C'est des sujets qui sont des fois mis dans la case non opérationnelle parce que bon, des fois il faut sortir des produits, et cetera. Et c'est des sujets qu'on laisse un petit peu de côté parce qu'on se dit: «De toute façon les RH ils vont gérer ça». C'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément ma thématique prioritaire aujourd'hui. Voilà. Je dis pas que c'est toutes les entreprises comme ça, mais
je suis quand même obligé de constater que parfois c'est le cas. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours encore les dirigeants, focalisés sur l'opérationnel, c'est ce qui rapporte de l'argent, donc il y a un enjeu aussi financier dans l'entreprise, hein. C'est le nerf de la guerre et donc on est forcément focalisé un peu plus là-dessus. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, ce que je constate aussi, c'est toujours aussi difficile pour les individus de mettre des mots sur des signaux faibles. On a des signaux faibles, genre absentéisme, turnover, et cetera, et cetera. On a plein de signaux faibles, mais alors quel est l'impact économique sur ces signaux faibles? Et là, très souvent, lorsque j'interviens en entreprise, je suis obligé de faire ce lien. C'est-à-dire, qu'est-ce que va me coûter, l'absentéisme? Qu'est-ce que ça va me coûter la perte d'un collaborateur? Et de traduire ces signaux faibles RH en signaux, on va dire, un peu moins faibles financiers. Je suis obligé de constater qu'à chaque fois qu'on parle finance, tout d'un coup l'oreille se tend. Voilà. Et malheureusement, là où ça pêche un peu, c'est dans la traduction. Comment on arrive à traduire donc tous ces signaux faibles RH en signaux entendables, notamment par un financier, parce que c'est lui qui tient le budget, et entendables aussi par la direction, parce qu'évidemment tous ces signaux, tous ces impacts financiers vont impacter les résultats de l'entreprise et les indicateurs, et les objectifs notamment. Bah, là, justement, tu réponds à la question que j'allais te poser, c'est de Ah se dire, mince! non, non, mais c'est très bien et merci beaucoup, comme ça je rebondis dessus, c'est de se dire: «OK, donc une fois qu'on a constaté et qu'on a pris conscience qu'il y avait des signaux faibles et qu'on entend qu'on rentre dans un peu un sujet de crise», comment tu passes de ta posture de: «Je constate» à: «Je mobilise» et du coup, je mobilise pour qu'il y ait du changement et qu'on anticipe et qu'on évite d'arriver à un système de crise. Tu vois ce que je veux dire? Comment tu arrives à là, tu parlais du sujet financier KPI où là, bizarrement, les esprits se réveillent en disant: «Faut peut-être qu'on fasse quelque chose». Mais moi, c'est plus cette posture-là de: «OK, je constate et je mobilise, du coup, j'engage pour aller sur de la conduite du changement». Évidemment, pour, accompagner ce changement, cette prise de conscience, il s'agira pour les RH et les DRH, de faire preuve de beaucoup de pédagogie et ça va se jouer sur la posture. Il s'agira pour ces personnes-là d'être un peu plus dans une posture, on va dire, de coach. Voilà, on peut pas alerter, enfin, si on alerte, les gens ils ont dit: «Oh attention, j'ai peur, OK, je ne veux pas forcément écouter parce que je suis saturé par d'autres problèmes et c'est une problématique en plus donc je vais laisser ça de côté». Il s'agira vraiment de faire preuve de pédagogie et de faire preuve d'une posture d'influence de la part des DRH. De toute façon, en France, hein, la fonction RH, c'est une fonction qui est devenue stratégique. Alors, je ne dis pas que c'est pareil dans d'autres pays, mais en tout cas en France, c'est devenu très stratégique. Et les RH, ils vont devoir développer, ils développent déjà, hein, mais vraiment cette posture d'influence capable d'influencer les dirigeants. Et ça se fait dans des espaces de dialogue, dans un espace de confiance, dans lequel, pardon, on va pouvoir faire prendre conscience au comité de direction et aux dirigeants qu'il va falloir bouger. Comment tu leur fais prendre conscience sans pour autant leur faire peur? L'objectif, c'est pas de se dire, «Alerte, warning, on a un mur» et du coup, ils vont avoir peur donc ton cerveau te dit: «Non, j'ai peur donc je ne vais pas réagir», si j'ai bien compris ce que tu me disais. Quand tu dis, posture de coaching, je veux bien q et d'influence, je veux bien que tu développes un peu parce que tout le monde n'est pas forcément familier avec ces sujets-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, pour, justement qu'il y ait cette prise de conscience sans amener de la peur qui va pouvoir, rendre de l'immobilisme, en fait? Bon, je vais peut-être illustrer sur ma manière de faire. Donc, vous avez bien compris que moi, je suis assez objectif. J'ai très vite compris que pour convaincre quelqu'un, il faut être objectif. Donc, cette première phase d'objectivisation, je ne sais pas si ça se dit, est extrêmement importante. Et ensuite, lorsque je rencontre le dirigeant avec ses faits, bah, je vais tout simplement exposer les faits et puis je vais lui poser la question: «Bah, voilà, bah, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est en accord aussi avec ce que vous percevez de la situation?» Très souvent, ils n'avaient pas perçu la situation de la même manière. Pour eux, c'était pas important et ils n'avaient pas vu l'impact. Donc cette prise de conscience, de l'impact, financier, de ces signaux faibles, déjà, ça va me permettre d'avoir un point sur lequel je vais pouvoir appuyer. Une fois qu'il a pris conscience, ben, je vais lui demander, ben, voilà: «Est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire quelque chose?»
Est-ce que vous pensez que c'est utile de faire quelque chose? Bon, il peut pas dire non, puisque quand il voit que ça coûte tant et tant d'argent, il va se dire: «Oui, faut faire quelque chose». Très bien. Comment vous envisagez d'agir? Avec quelle priorité? Voilà, il va dire: «Oui, bon, il faut qu'on s'en occupe, rapidement», mais rapidement, c'est quand? Et donc c'est par le questionnement que quelque part, je vais l'aider à cheminer dans son esprit pour que petit à petit, il, arrive à poser une décision. Je veux pas forcément le forcer. On n'est pas là dans la manipulation. On est là tout simplement pour l'aider à réfléchir. Je le laisse libre de choisir s'il veut s'engager ou pas, mais s'il décide de pas s'engager, il faut aussi qu'il décide de prendre la responsabilité de ce non-engagement. Moi, j'ai aucun souci à partir du moment où c'est clair, où chacun prend sa responsabilité. Voilà. Donc la seule chose qu'on peut faire en tant que RH, c'est d'aider l'autre à réfléchir. Et pour ça, il faut bien sûr créer des espaces où c'est possible. Et très souvent, les dirigeants, ils n'ont pas le temps, ils sont tout le temps pris. Et c'est d'arriver à le capter dans un créneau de 1 heure ou 2 heures pour parler de ces chiffres, pour parler de manière objective, pour l'aider à réfléchir et pour ensuite l'amener vers une prise de décision, qu'elle soit positive ou non. Parfois, il faut avoir une certaine forme de résilience parce que ce travail de coaching, il est pas instantané, hein. Des fois, ça peut prendre du temps justement, le questionnement, la prise de conscience et cetera. Est-ce que toi, tu aurais un conseil, parce que ça peut être aussi énergivore quand on est RH, est-ce que tu aurais un conseil pour, réussir à garder justement l'énergie nécessaire pour continuer à agir, à justement rester dans cette posture de coach et de questionnement, quand tu es dans un environnement où il y a quand même tout qui pousse un peu à aller, vers de l'immobilisme? C'est là où l'aïkido repointe son nez. Évidemment, quand on est dans une situation où on a envie de faire bouger les choses et que les choses ne bougent pas, c'est là où il va falloir faire effectivement preuve de résilience. Et faire preuve de résilience, c'est accepter également que la situation est ainsi. La direction n'a pas envie de bouger, c'est très bien, c'est leur choix. L'important, c'est qu'ils soient conscients des tenants et des aboutissants de la situation. Moi, j'ai fait ce travail-là. OK. Je peux continuer à faire ce travail de coaching, mais moi, évidemment, je dois être dans cette posture de résilience et accepter que c'est ainsi. Vous ne pouvez pas, vous, en tant qu'RH, tout changer à votre niveau. C'est une fonction importante, mais voilà, chacun a sa zone de contrôle quelque part, quoi. Voilà. Ce qui est très important, c'est de faire le maximum de ce que vous pouvez faire dans votre zone de contrôle. Et ce que vous pouvez faire, c'est notamment faire remonter ces informations, les objectiver, faire ce travail pédagogique, faire ce travail de questionnement. Ça, c'est ce que vous pouvez faire. Mais vous ne pouvez pas décider à la place de la direction. Donc, effectivement, il y a un travail intérieur à faire à ce moment-là. Et ce travail intérieur est un travail de résilience. Donc, gestion des émotions, gestion de son ambition, travail sur l'humilité, travail aussi sur l'ego. Hein, voilà. Donc ça, c'est un travail intérieur. Et comment on le fait en aïkido? En aïkido, on a cette notion de maille. La maille, c'est la distance juste que je vais avoir avec mon environnement, notamment le partenaire de travail. Mais en entreprise, ça va être les projets, les choses, les idées, des collaborateurs, la direction, enfin peu importe. C'est la distance psychologique entre vous et votre idée, votre projet. Et cette distance psychologique, on peut l'illustrer avec une définition que j'ai eue d'un maître qui est malheureusement décédé, le maître Tamura, qui disait que la distance juste, c'est le juste milieu entre la peur et le courage. Voilà. Donc, c'est c'est pas être dans l'inaction, mais pas aller trop loin non plus dans l'action. Voilà. Pas être trop préoccupé par la problématique, mais ne pas non plus laisser la problématique de côté. Et c'est trouver ce juste milieu. Et je pense que c'est là où le RH, ou la fonction RH, ou la DRH, ou l'ODRH peut être puissant. C'est en restant dans cet espace-là, de ce juste milieu, dans ce mail. Juste équilibre qui est pas forcément, évident à trouver, mais je suis assez d'accord, une prise de distance qui est nécessaire tout en continuant à pousser les sujets, pour pas rester dans l'immobilisme. Exactement. Alors évidemment, c'est jamais évident à trouver. Mais c'est pas évident parce qu'en fait, on s'entraîne pas à ça.
Moi, j'ai eu la chance un jour de tomber dans cette pratique-là. Il y a d'autres pratiques qui permettent d'atteindre ça, mais ça nécessite de pratiquer comme un sport. Voilà, pour être endurant, il faut courir. Pour avoir des connaissances, il faut lire, il faut faire des formations. Et ben, pour avoir ce recul, il faut s'entraîner également. Et donc, ça se fait comment? Ça se fait par de la pratique comme l'aïkido. Moi, je fais beaucoup de méditation. La méditation permet de prendre du recul par rapport à des idées, des choses, de ce que j'ai vécu, des émotions que j'ai vécues dans la journée, dans la semaine. Et puis, c'est aussi cultiver une sorte de présence. En aïkido ou dans les arts martiaux, on appelle ça le sanshin, traduit par la vigilance tranquille. C'est essayer de rester dans cet espace qu'est l'instant présent. À la fois, quand je suis avec des dirigeants, d'être dans l'instant présent et pas forcément être dans le vouloir faire quelque chose, vouloir imposer quelque chose, vouloir imposer ma vision du monde. Mais c'est en étant dans une certaine posture de présence que je vais susciter une forme de confiance et que la personne qui est en face de moi va m'entendre et m'écouter. Et ça aussi, c'est un entraînement à faire. Tout à l'heure, tu nous parlais d'un ouvrage, d'un livre, puisque, moi, ce que j'aime bien aussi à la fin de l'épisode et on y arrive gentiment, c'est de partager aussi des ressources, que ce soit des podcasts, des livres, des personnes à suivre. Donc, tu peux nous parler un petit peu plus de ce que tu voulais nous partager? Oui, alors je voulais vous partager juste un livre que je suis en train de relire en ce moment, qui s'appelle Accompagner le changement avec les neurosciences de Anne-Laure Nouvion. Et c'est Interédition qui édite ce livre et qui vous donne des clés de la gestion du changement. Ça explique aussi un peu la gestion des crises, évidemment, parce que face à une crise, je dois opérer un changement. Et donc, ça vous donne des clés concrètes pour accompagner vos collaborateurs ou votre organisation dans le changement. Et c'est appuyé sur les neurosciences. Donc, c'est très intéressant. On n'a pas encore tout découvert en neurosciences. Donc, d'année en année, on découvre de nouvelles choses et c'est extrêmement passionnant. Eh ben, écoute, merci beaucoup Thierry. La dernière petite question avant de te quitter, si, tu avais un ou une invitée, que tu aimerais entendre à ce micro, ce serait qui? Aujourd'hui, je pense que dans notre entreprise, on a un petit peu besoin de parler spiritualité et j'aimerais bien parler RH avec Christophe André. Christophe André, enfin, je pense que vous le connaissez, voilà. Je pense qu'il serait capable de dire oui, Alexandra, si tu l'approches et que tu lui demandes, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut amener des visions différentes de l'entreprise et du monde RH en posant des questions à des personnes qui ne viennent pas du tout de ce milieu-là. Parce que le piège est le suivant, c'est qu'à force de parler tous ensemble du monde RH, on commence à avoir tous la même vision du monde RH. Voilà. Et je pense que c'est très important de faire intervenir des gens qui sont pas du tout de ce milieu-là et qui nous apportent des éclairages différents et qui permettent à toute la communauté RH de penser différemment et d'apporter de nouvelles solutions. Voilà. Eh ben, c'est un beau challenge que tu me donnes là en fin d'épisode. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas, Thierry pour, là pour le coup, tu nous as donné aussi un bel éclairage, et c'est pour ça que, j'étais très contente de pouvoir, traiter ce sujet-là, puisque tu nous as, parlé aussi, du coup aïkido, aussi, tout sujet cognitif avec le cerveau et cetera. Donc c'est bien, tu nous as donné un autre prisme en tout cas pour aborder ce sujet-là. Donc merci beaucoup à toi et pour, ta pédagogie. Ça a été vraiment un plaisir de te recevoir et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Alexandra, à bientôt.